bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Ce soir, ça va être très éclectique. On va commencer par un photographe. C'était ça qui nous l'a recommandé. C'est dans Cosmo Réunionnais. Alors, on s'y attendait pas trop, mais c'est vrai que j'ai été surpris de le voir. Bonsoir. Bonsoir. Olivier H. Bonsoir. Ah, pourquoi H? H, c'est mon nom de famille. Qui H ou Grosbois? Comme il dit le proverbe, oui. Alors, parce que j'ai vu un H sur les photos, mais c'est pas comme ça qu'on écrit le H. Non, c'est comme l'outil. Comme la l'outil. H-A-C-H-E. D'accord. Je me disais qu'il y a quelque part, on peut peut-être être trompé en écrivant le mot, mais non, on ne s'est pas trompé, c'est bien H. H-A-C-H-E. C'est ça. C'est la première fois que je l'entends. C'est pas commun, une espèce en voie de disparition, on va dire. D'accord. Et H comme Grosbois? Toujours. D'accord. La photographie, c'est une passion? Oui, avant tout une passion. J'ai commencé jeune, on va dire. Déjà, mon papa étant petit, il avait son petit appareil avec les pellicules, les argentiques à l'époque. Et donc, j'ai toujours baigné dans ce milieu, la photo, la musique, parce que du côté de maman, il y a les musiciens, tout ça. Donc, voilà. Et en grandissant, il y avait toujours un petit appareil photo sur le côté pendant les voyages, les repas de famille, tout ça. Et là, ça fait pas trop longtemps, ça va faire 1 an et demi, 2 ans. Je me suis dit, bon, tant qu'à faire, j'ai un appareil, pourquoi pas me lancer comme ça en tant que débutant, voir comment ça se passe. Donc, voilà. L'argentique, c'était il y a combien de temps? Ça remonte, c'était dans les années 80 avec papa. Donc, moi, je suis né en 85. Donc, voilà, depuis les années 85-90, c'était les argentiques, quoi. On a eu le plaisir de connaître le bac de fixation, le bac de révélateur, on a eu tout ça? Non, pas encore. La chambre noire? Mais je compte bientôt justement m'acheter un argentique pour pouvoir... Le tirage? Voilà, parce que ça revient à la mode en ce moment. Il y a beaucoup de photographes qui reprennent les argentiques parce que il y a une qualité où on ne peut pas retrouver cette qualité avec les appareils numériques récents, quoi. C'est le côté vintage qui revient en fait. Et j'allais dire, au-delà du côté vintage, j'avais plus parlé, moi, de l'émotion. Aussi. Parce que ce qu'on regarde sur les photos, on va le voir tout de suite sur des portraits. On va regarder d'abord les portraits d'Olivier H. Et on continue à parler. Donc, on va voir, bien sûr, honneur à la première, c'est Tessa, ça, ouais. Donc qui a posé. Alors, quand on parle vintage, ce qu'on voit, bon, il faut travailler les photos aujourd'hui, hein, aussi, ouais. même en numérique. Hein, ouais, je me suis rendu compte que, voilà, vintage, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est ces émotions-là qu'on ne voit pas, même sur un très bon numérique. Ouais. Comment détacher, par exemple là sur cette photo, comment détacher Tessa du premier plan et d'arrière-plan? Après, c'est les objectifs surtout, parce que il y a des objectifs qui sont faits pour les portraits. Et ces objectifs-là, déjà, ça donne un bon détourage du personnage devant. Et après, c'est selon ce qu'on veut transmettre aussi dans les photos, parce que c'est pas forcément tout le temps le personnage qui est au premier plan. Il peut y avoir plusieurs personnages et sélectionner 1 ou 2 dedans. Sur les portraits que vous avez fait là, c'est de montrer quoi? Là, par exemple, sur cette photo-là, c'était surtout le maquillage parce que c'était pour une session où une maquilleuse de Maurice, elle est venue donner une formation ici à La Réunion, à des maquilleuses. Et en fait, c'était les make-up artistiques. Donc là, c'était en premier lieu mettre en avant le maquillage des modèles, en fait. Après, c'est selon la demande du client aussi, beaucoup. Là, sur les portraits, il faut capter ce que l'œil ne voit pas généralement. Ouais, le photographe, il est là pour ça aussi, hein. C'est travailler surtout avec le regard du modèle, transmettre une émotion. Enfin, moi, c'est ma façon de travailler surtout sur les portraits, quoi. On le voit sur les portraits avec les filles, on essaye, on parle d'émotion, mais il n'y a pas que l'émotion, il y a aussi des choses que le regard, même les yeux fermés, mais que le corps aussi. envoie. C'est un tout, hein. C'est un mélange de tout. C'est pas seulement... le modèle peut avoir une jolie posture au niveau du visage, mais après, le corps, c'est pas forcément dans la bonne position. Donc, après, il faut trouver un juste milieu entre
entre tout ça, quoi. Alors, on va terminer avec Tessa sur ce reportage-là d'abord. On finit avec Tessa donc là-dessus. La question, qu'est-ce que je voulais dire, c'est qu'on sait toujours pour un photographe, lorsque il arrive dans un cadre, il veut la photo, il imagine d'abord la photo qu'il veut. Ouais, ben c'est une grosse préparation en amont déjà. Enfin, moi, je travaille comme ça. Souvent, ben, quand j'ai rendez-vous avec un modèle ou parfois même tout seul, je pars avec mon appareil, ben, je fais des repérages avant. Comme ça, je dis, ah bon, ben là, par exemple, pour ce modèle-là, ben, celui-là, il est bien dans telle posture, avec tel vêtement, tel maquillage. Faut avoir quand même une préparation en amont avant d'y aller directement parce que, bon, parfois, après, arriver sur le lieu, ça se passe pas forcément comme on l'avait prévu, mais... Oui, quand on arrive sur le lieu, ce qui différencie généralement, c'est la lumière, la hauteur de la lumière, de la voûte, c'est ça. Et il faut travailler de la avec voûte tout des ça. nuages. Ce qui change aussi, c'est les filtres. On a l'impression que si le soleil filtre les arbres, on a l'impression que c'est magnifique, mais en même temps, ça nous gâche parce que ça multiplie les couleurs et aussi. Ça change les tons. Ouais. J'en parle parce que j'ai commencé comme ça, donc en tant que journaliste de presse écrite, et je faisais mes photos, et je fais toujours des photos, donc c'est pour ça que je peux en parler également. Là, on dit toujours que la nature, on doit prendre la nature telle qu'elle est, mais pour un photographe, c'est pas évident parfois. c'est ça qui change. Même, que ce soit en studio ou en extérieur, il y a un gros travail à faire avec la lumière parce que ben, en extérieur, le souci, c'est que la lumière, elle est changeante, elle reste pas fixe comme en studio. Donc, une fois le modèle placé, ben, il faut pas trop perdre de temps parce que au bout de 10-15 minutes, c'est bon, la lumière, elle a changé et la photo, elle sera pas la même, quoi. On est tributaire de ça, justement. Voilà. Alors qu'un lever de soleil, il faut arriver juste avant, enfin, bien avant. Bien avant, le temps de placer le matos pour voir tout. comment le soleil se lève, quel va être ses rayons, et bien placer son modèle. Aussi. Parce que faire un beau contre-jour, c'est quelque chose qui, quand on n'en veut pas, on en fait, c'est pas bon. Mais quand on veut en faire faut savoir le faire, quoi. Ouais. Quand on en veut en faire un, c'est pas évident. Ouais. La question là-dessus, c'est comment justement donner du sens, donner de l'émotion. Quand on est face à la nature, sans mannequin, juste face à la nature, comment on essaye de donner de l'émotion justement après, comme un coucher de soleil par exemple. C'est jouer sur les lumières, hein, surtout, et puis avoir un bon cadrage. Donc moi, ce que je fais, surtout pour les photos de paysage, c'est toujours amener des éléments comme les arbres, les feuilles, les fleurs. Ça peut être, je sais pas, à la plage, par exemple, sur un coucher de soleil, il peut y avoir des personnes qui marchent sur la plage, mais moi, je vais pas mettre ces personnages-là en avant, je vais les mettre en noir, par exemple. En contre-jour. En contre-jour, juste pour garder le coucher de soleil derrière, pour garder les couleurs, quoi. Donc après, c'est selon l'œil du photographe et le sentiment qu'il veut transmettre à la photo aussi après, quoi. Une bonne photo, c'est en 3 plans 2 Ça dépend. Ça dépend du photographe, en fait, hein, je vais dire. Parce que ben, moi, j'ai débuté en photo, je savais rien, donc j'ai tout appris tout seul, on va dire. Surtout avec des guides sur Internet. Maintenant, il y a des vlogueurs qui donnent des cours quand même assez poussés, gratuitement. Donc, je me suis pas privé parce que, en fait, moi, je voulais me recycler dans quelque chose. Avant, j'étais agent de sécurité, mais je voulais me recycler dans quelque chose de... on va dire, pour être plus présent à la maison. Et comme je faisais déjà quand même de la photo en amateur, pour moi, c'était le bon plan pour faire la transition, en fait. Et de là, ben, je me suis renseigné, comment faire une bonne photo. Mais après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise photo, on va dire. C'est selon l'émotion que le photographe veut transmettre dans sa photo, c'est ça qui est important, quoi. Il y a 2 choses. Il y a les photos qu'on commande, qu'on vous commande, on vous demande des photos, et puis il y a les photos que vous avez envie de créer, de proposer, et ça c'est autre chose. Ouais. Travailler pour un client, c'est plus contraignant parce que il faut un résultat derrière quand même. J'avais déjà fait des photos de mariage. Pas encore, mais ça arrive bientôt. Ouais. Et ça, c'est que là, c'est vraiment beaucoup d'émotions. Trouver les instants émotionnels. Ouais, et puis ça bouge vite, quoi. On est là toute la journée, depuis le matin jusqu'au soir. J'étais assistant sur quand même quelques mariages avec des photographes pros. Et c'est un gros boulot, quoi. Et la vitesse?
La vitesse, ça part vite. Il faut rien rater, il faut être présent sur tout, quoi, parce que... Vaut mieux mitrailler pendant 2 minutes, être sûr d'avoir la bonne photo ou essayer de capter la bonne photo. Ben, personnellement, moi, j'évite de mitrailler parce que après, Après, il faut choisir. ouais, il y a beaucoup à trier, en fait, hein. Ça part vite, hein. Et sur un seul plan, il peut y avoir 10-15 photos, et après, pour trier, c'est quand même un peu galère, je pense. Oui, parce que les différences, il n'y en a pas beaucoup et on ne sait pas toujours quelle est la bonne Voilà, photo. c'est ça. Mais moi, je préfère garder mon appareil en mode one shot. Je prends la photo. S'il faut à suivre, je prends 4-5 photos à suivre différemment. Mais au moins, pour le tri, après, c'est un petit peu plus simple, je pense. C'est-à-dire que pour le mariage, on ne prend pas de risque. C'est pour ça que souvent, ceux qui sont photographes professionnels, mais une grande vitesse, mitraillent, après vont aller choisir la bonne photo. Bon, est-ce que c'est professionnel ou pas? C'est selon. S'il a la bonne photo, c'est qu'il est professionnel. S'il l'a pas, c'est qu'il l'a raté. Là, aujourd'hui, je vous dis, avec les smartphones, avec le numérique, je veux dire, tout le monde peut être photographe. Oui. Du moins, tout le monde se croit photographe. Tout le monde se croit photographe. Mais après... C'est quoi un bon photographe aujourd'hui? Ben, moi, je pense qu'un bon photographe, c'est quelqu'un qui peut transmettre une émotion dans ses photos. Ça, c'est très important parce que au final, ben, on peut prendre des photos, on peut prendre des selfies, mais il va manquer... Enfin, en tant que photographe, avoir l'œil artistique, c'est ça qui va faire que ben, la photo, elle sera différente des photos prises avec un smartphone ou autre. Même si je connais que certains photographes, avec leur smartphone, ils font quand même de belles photos. Non, il y a de belles photos parce que il y a de belles photos. Il y a aussi aujourd'hui beaucoup de logiciels Aussi. de montage, de retouches qui donnent l'impression que la photo est instantanée alors que la photo a été retouchée. Et c'est bien fait, hein. Faut pas se leurrer. Quand on va sur les réseaux sociaux, il y a de très belles photos. Mais une photo professionnelle, ce n'est pas donné non plus à tout le monde. Non. Parce que c'est un travail quand même. Hein. Celui qui dit que ben, le photographe, il arrive, il a son gros appareil, il arrive, il shoot. Ça, c'est simple. Mais derrière, quand même, le photographe, il a travaillé son œil. C'est quelque chose de différent par rapport à quelqu'un lambda qui va prendre son smartphone et prendre une photo. Quoi. Il y a aussi cette catégorie de photographes qu'on a décrié à un moment donné, surtout lors de la mort de Lady Di. Les paparazzi. C'est quelque chose qui fait rêver ou pas? Moi, personnellement, non. Parce que je trouve que l'intimité des personnes, c'est très important. La vie personnelle doit rester personnelle et pas interférer comme ça sur les réseaux sociaux. Ça se enchère les photos parfois. Hein? Oui. Mais après, moi, je compte pas là-dessus pour vivre de ça. Quoi, je faisais référence à Lady Di. Les photographes qui étaient sur place ce jour-là ont fait les photos de Lady Di agonisante. Et ils ont été les proposer à différents magazines qui, eux, ces magazines n'ont pas accepté les photos. Ouais, parce qu'après, il faut avoir quand même une limite, je pense. Hein, parce que là, voir quelqu'un en train d'agoniser... Enfin, je sais pas, hein, moi personnellement, même si j'avais mon appareil, je dis non. Là, je le pose de côté, c'est pas le moment pour ça, quoi. C'est pas le moment pour ça. Non. Jusqu'où on peut aller dans la photographie? Il y en a qui partent loin. Et après, c'est selon le photographe, je pense. Hein, parce que voilà, c'est une affinité. Et puis voilà, c'est une affinité entre la personne ou le lieu et le photographe. Mais il y en a qui partent loin. Quoi. Qu'est-ce que Olivier H a envie de capter à travers ses photos? Qu'est-ce qu'il a envie de montrer? Moi, ce que je veux montrer, c'est surtout ma vision à moi de ce qui m'entoure. Donc, quand moi, je fais mes photos, je pars du principe que c'est ce que je ressens sur le moment. Ça, c'est ce truc-là que je veux transmettre parce que souvent, les gens me disent « Ouais, tu fais de la photo, mais je vois que tu fais beaucoup de photos animaliers, tu fais pas beaucoup de portraits. » Parce que moi, j'ai grandi un petit peu dans les Hauts, donc papa, il travaillait à Mafat. Donc, j'ai grandi un petit peu dans Mafat aussi, étant petit. Donc, ce côté forêt, nature, tout ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, quand on parle de Mafat, est-ce qu'il est possible de mettre sur une photo l'image que le regard a captée? C'est possible, mais c'est
pas facile. C'est pas facile parce que ben, souvent, ben, l'œil humain, il a une certaine vision des choses, mais après, l'appareil, il a l'objectif qu'il y a dessus qui va dépendre, voilà, qui va donner soit un champ plus serré ou plus large. Donc, voilà, il faut travailler avec tout ça. Et quand on veut, par exemple, quand on parle de Mafate, on parle de Marla, on parle de ce panorama magnifique qu'on voit. Je veux dire, on peut pas aller rentrer, même avec un objectif panoramique, on n'arrive pas à avoir du 360 degrés, c'est impossible. Non, c'est impossible. Mais après... Déjà que le 180, c'est déjà pas évident. 180, c'est pas évident, mais je connais par exemple Philippe Séchel. Lui, il fait des photos. Souvent, il fait des panoramas. C'est des assemblages de plusieurs photos. Ben là, déjà, avec ça, ben, on a une autre vision qu'avec un grand angle. Parce que le grand angle, il aura un angle un peu plus serré. Mais avec ce type de montage-là, on peut avoir peut-être pas une photo à 360 degrés, mais quand même plus ouvert qu'un 180 avec une bonne résolution quand même derrière. Ouais. On va regarder d'autres photos et on va les commenter et on va voir un petit peu aussi comment Olivier H met de l'émotion dans ses photos. On regarde nature. Alors juste pour s'amuser, on a essayé de faire ce petit couloir qui mène vers quelque chose que vous allez découvrir. Ça fait rire d'ailleurs Olivier H. On fait ce qu'on veut d'aujourd'hui avec les photos. Ouais. Alors, voilà, là c'est la nature. Il y aura aussi quelques portraits que j'ai intégrés. La nature, qu'est-ce qu'il faut voir normalement dans la nature ? Ben, dans la nature, ça dépend de l'endroit déjà, parce que après ça peut être une nature morte. Là, par exemple, c'est la vieille usine de Saint-Pierre. Je suis arrivé là-bas. C'est à Grand-Bois ? Non, c'est à Caserne ? à Pierrefonds. À Pierrefonds, Ouais, d'accord. l'ancienne usine de Pierrefonds. Et voilà, je suis arrivé là-bas, c'était la première fois que j'y allais. J'ai vu les grosses citernes, je dis, oh ça, allez, clac, une petite photo. Donc, ça, pareil, c'était dans un coin perdu à Saint-Gilles. Je suis arrivé par hasard, c'était de la broussaille parce que j'avais vu un arbre qui était brûlé. Je voulais prendre cet arbre-là en photo. Mais au final, je suis arrivé avec la lumière du coucher de soleil, il y avait la voiture abandonnée et tout. Donc, je dis, ah, ça pourrait être bien. Donc, voilà, mais moi, les photos naturelles, c'est souvent du freestyle. Donc, j'arrive, si je vois un truc qui me plaît, allez, je shoot. Donc, après, c'est pas forcément une seule photo. Je peux en prendre une quinzaine sur un arbre, par exemple. Alors, on va voir le ciel sur 3 photos pendant 20 secondes à peu près. Voilà. Ça, c'est quelque chose que on le capte comment ? Ah ben ça, c'est une technique, ça s'appelle la pose longue. Et c'est des poses de entre 10, 20, 30, 40, parfois plus. Et l'œil humain, il peut pas voir la Voie lactée comme on le voit sur les photos. Après, l'appareil photo, il a une certaine sensibilité. Et avec les poses longues, ben, on peut capter les lumières des étoiles un peu plus intensément que l'œil humain, par exemple. D'accord. Le petit angle, l'endormi, on va dire l'endormi, les petites choses de l'enfance qu'on revit un petit peu. Oui, ben ça c'est pareil, le petit angle c'était chez papa, dans la cour. Papa il dit, ah regarde les petits angles, allez, l'appareil photo est là, clac. C'est des trucs que en grandissant, moi j'ai vu ça devant moi parce que j'ai eu de la chance de grandir avec une maison, avec de la cour. Donc voilà, et puis papa est super jardinier, donc plein de plantes autour. Le côté nature a toujours été présent chez moi en fait depuis tout petit. Et aller chercher aussi ce qu'on ne voit pas trop, comme là, on va le voir ici, le trèfle à 4 feuilles. Ça c'est dans ma cour chez moi. Ah ouais. Parfois pas besoin d'aller loin pour faire des photos, hein. Ouais. C'est juste tout près de chez soi. Ça c'est un bouton de rose amé aussi dans ma cour chez moi. C'est de la macro photo. Ah, ça, c'est la fameuse plante dont tout le monde craint et apparemment tout le monde a dans sa cour. Ça, c'est une fleur d'oignon avec les fourmis dessus. Pareil, c'est chez moi. Donc, c'est voilà. pour le rogaille morue. Ah oui. Sinon, ouais, en salade aussi, c'est pas mal. On va commencer avec les orchidées. Les orchidées, ouais. Et puis, ouais. Les fleurs, ça, c'est... Ouais, le fait d'avoir grandi chez des parents qui aiment bien le côté nature, occuper la cour, tout ça. Donc voilà, et puis ma grand-mère, la grand-mère du côté de papa, elle a grandi avec nous. Enfin, moi, j'ai grandi avec elle, chez papa. Et Galabert.
Ça, C'est ça? ouais. Galabert. Corbeille d'or, ouais. Corbeille d'or, on utilisait ça sur tous les feuilles pour nettoyer l'anguille lorsqu'on l'avait pêché. Ouais. Pour tirer, pour la enlever la peau, petite glu la petite peau dessus, sur l'anguille. Ouais. Le petit flamboyant. Et ça, c'est du flamboyant, c'est jaune? J'ai été surpris de voir. Mais c'est les jaune. petits flamboyants en fait. C'est un arbre et la fleur ressemble à la fleur de flamboyant, mais en plus petit. C'est la dernière. Non, ça, c'est la dernière, je crois. Pois-pied simple, ça. Des quêtes. Pardon, c'était quoi? Le pois-pied simple. Parce qu'il y a le pois-pied double aussi, mais la fleur elle est plus grosse. Ah, d'accord. Plus épaisse. On se rend pas compte, mais la fleur est petite. Hein. Oui, très. En fait, c'est de la macrophoto, comme je dis, parce que on essaie de prendre la petite fleur, elle est comme ça. Donc, c'est essayer de prendre ça, mais avoir toute la fleur dans le cadre. Faire le gros plan aujourd'hui en photo, c'est un peu comme à la télé. Et d'ailleurs, c'est les pubs qui ont vraiment fait exploser le gros plan parce que on met vraiment en gros plan les produits. Et je l'ai vu aussi sur les prospectus aujourd'hui que distribuent les grandes surfaces. On a toujours l'impression que le produit qui est vendu, il est immense. Et lorsque vous arrivez au rayon, c'est un tout petit truc. Ouais. Comme quoi la photo, ça sert aussi à ça. C'est clair. Et ils sont payés pour ça. Hein. La question, c'est aujourd'hui, comment il faut regarder le photographe et ses photos? Ben après, je pense que ça va dépendre de la personne en face, hein, parce que comme je dis, à La Réunion, il y a beaucoup de photographes. Moi, je voulais me lancer là-dedans. Madame, elle voulait pas trop. Elle dit, ouais, il y a quand même pas mal de photographes. Pour avoir un marché, ça va être un peu compliqué. Mais moi, j'ai dit, il y a beaucoup d'électriciens, mais il n'y a pas forcément de bons électriciens. Après, chaque photographe, il a son affinité. Donc, c'est pas forcément le même public que moi, je vais accrocher par rapport à un autre photographe. Parce que même avec très peu d'expérience, vu le matos qu'il y a aujourd'hui, voilà. Oui, effectivement, il y a une réalité. À un moment donné, c'est le matériel qui faisait le photographe. Mais pas aujourd'hui, On se rend compte qu'aujourd'hui, maintenant, c'est le photographe qui utilise le matériel. Exactement, parce que je connais plein de photographes. Bon, ils ont des gros matos récents, mais ça leur arrive aussi de chercher des vieux appareils, parce que les vieux appareils, ils ont un côté vintage que les appareils récents, ils peuvent pas retranscrire. Et puis il y a une chose aussi, cette fois-ci avec l'argentique, on fait la photo aussi. Alors qu'avec le numérique, on a l'impression que c'est l'appareil photo. Aussi parce que avec le numérique, c'est beaucoup plus simplifié parce que si la photo elle est ratée, on peut supprimer et recommencer. Avec l'argentique, c'est pas le cas. Si la photo elle est ratée, elle est ratée quoi. Oui, il faut la tirer surtout. Il faut la tirer pour voir si elle est ratée. Voilà, c'est ça. Il faut avoir. Sur le coup, on peut pas savoir tout de suite. C'est juste après le tirage qu'on pourra savoir si la photo elle est bonne. C'est-à-dire qu'il faut avoir, quand on a une chambre noire, il nous faut le fixateur, il nous faut le révélateur. Et le troisième, c'était quoi le séchage. Le séchage. Ouais. La question, donc ça montre bien aujourd'hui que le photographe à ce moment-là, il maîtrisait quand même toute une chaîne. Une chaîne, ouais. Parce qu'il savait aussi ce qu'il devait mettre dans les bacs, les bains, pour pouvoir que la photo ait cette telle couleur, telle intensité, tel contraste, telle luminosité. Donc voilà, c'est un tout. C'est un tout. Le photographe, il n'était pas seulement photographe, il était aussi chimiste, parce que fixer la pellicule fixer sur la pellicule l'image, après pour le sortir, pour le mettre dans le bain sur le révélateur sur le papier, c'est quand même quelque chose de... c'est des produits chimiques, tout ça, mais voilà. Aujourd'hui, on va dire que c'est un peu plus simplifié, mais si quelqu'un veut vraiment débuter la photo, moi je dis autant commencer à l'argentique pour vraiment bien prendre la main et apprendre ce que c'est la photo, et après passer au numérique. Et une chose que que certaines personnes font depuis des années, c'est qu'ils ont collectionné ces appareils photo argentiques. Ouais. Il y en a chez eux de très beaux appareils, et c'est vrai qu'il y en a qui servent encore. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai vu des appareils qui coûtent très très cher, hein, même aussi cher qu'un numérique récent, parce que c'est des appareils photo qui datent des années 20, des années 30, et ça coûte cher quand même. Hein.
Ouais, le vieux commence à coûter, à avoir de la valeur. Comme quoi, il faut pas désespérer pour la génération qui arrive. Olivier H, merci pour toutes ces informations. En Merci tout à cas, vous. si les gens souhaitent vous rencontrer, ce sera du côté de Saint-Benoît. Oui, voilà. Moi, j'habite dans les Hauts-de-Saint-Benoît, mais après, voilà. En tant que photographe, on est amené à bouger. Donc, Si vous voulez laisser des coordonnées. ben, mon Facebook, Facebook photo, o.hphoto, OH en majuscule. Et voilà, il y a un petit logo orange simple à trouver. Voilà, merci en tout cas, ça a été un plaisir de passer ces 25 minutes en votre compagnie, on a pu échanger. On va faire une transition qui va être longue, qui va durer 10 minutes. D'abord, on va revenir sur un événement qui a eu lieu ce week-end. Il y a 2 destroyers indiens qui ont donc mouillé au port ouest de la rivière des Galets. Il y a eu le consul de l'Inde a invité le préfet, des hommes politiques, des personnalités de la société civile donc à venir pour un échange très cordial. On a eu l'occasion de faire quelques images. Donc vous avez proposé 2 reportages. D'abord, vous allez voir l'accueil sur l'hymne national indien Janagana Mana, on va voir l'accueil, et puis juste après, on entendra le discours du préfet de la Réunion, Amaury de Saint-Quentin, va s'exprimer sur la coopération maritime entre la France de l'océan Indien et la France, bien sûr, et l'Inde. Et juste après, vous aurez aussi le Kosaïdi. Donc tout ça, pour 10 minutes de transition, je vous propose d'apprécier l'accueil indien sur le Mumbai et le Trikidon. Voilà. de l'Inde, mesdames et messieurs, le déplacement très récent en Inde, en mars dernier, du président de la République Emmanuel Macron, a montré tout au long de sa visite la force qu'il y avait dans la relation entre l'Inde et la France. L'accueil réservé par les autorités indiennes au président français a été un signe fort de l'intérêt de l'Inde pour la France et de la nouvelle étape dans le partenariat que nos deux pays peuvent aujourd'hui consolider. Le premier objectif de ce déplacement était le partenariat stratégique entre l'Inde et la France. Un partenariat de sécurité collective, particulièrement sur l'océan Indien. Sur ce sujet, nos autorités ont non seulement confirmé les engagements passés, mais des partenariats nouveaux ont été définis. Un partenariat stratégique renforcé, des échanges militaires, des échanges d'informations sensibles, une coopération satellitaire qui ont permis
permis de franchir un pas et d'entrer ensemble dans la nouvelle ère géopolitique qui s'ouvre désormais à nous. L'Inde est aujourd'hui notre allié stratégique et cette alliance prend tout son sens dans cette zone sud de l'océan Indien. La France, en tant que puissance de l'océan Indien, par ses territoires de la Réunion, de Mayotte et des terres australes et antarctiques françaises, a tout intérêt à garantir la sécurité et la stabilité de cet espace. C'est dans cet esprit que nous avons accueilli il y a 1 an à La Réunion une délégation civilo-militaire indienne importante, conduite par le conseiller adjoint de la sécurité nationale de l'Inde, M. Gupta. C'est dans ce même esprit que nous accueillons aujourd'hui cette escale de la marine indienne à La Réunion. Cette escale vient confirmer que notre territoire a toute sa place dans le partenariat franco-indien en matière de sécurité et de défense. Et au-delà de ce sujet, c'est notre relation bilatérale dans son ensemble qui se trouve confortée et dynamisée. La France est en effet présente en Inde dans de nombreux sujets, du développement des énergies renouvelables aux smart cities, de l'éducation, de la culture à la recherche et à l'innovation. Et sur ces sujets également, la Réunion peut et doit être présente en Inde. J'ai accueilli dans ce sens, la semaine dernière, le directeur de Carnegie India, venu en visite avec une collaboratrice chercheuse pour explorer des pistes de collaboration, notamment pour leurs territoires insulaires. Et c'est également dans ce sens que je me rendrai en Inde au mois d'octobre prochain pour définir les actions concrètes qui permettront à nos relations de se développer. Le président Macron a souhaité dévoiler lors de sa visite en Inde un nouveau visage que la France a décidé de prendre pour consolider une relation ancienne entre nos deux pays. Les territoires de l'océan Indien et tout particulièrement la Réunion font partie intégrante de ce nouveau visage. Je nous souhaite donc une longue route partagée sur cette nouvelle voie qui s'ouvre à nous, une voie avant tout maritime. Merci à tous. Saint-Denis, pour sa 14e édition, tous les musées ouvriront ses portes gratuitement pour la Nuit européenne des musées 2018 le 19 mai. Saint-Denis, la ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 25 mai de 18h à 19h sur l'esplanade Antosserie de Champfleury. Gratuit et ouvert à tous. Info 0262 20 39 00. Sainte-Marie, vous êtes conviés à un atelier plaisir équilibré le 31 mai de 8h à midi au Case des Gaspard. Info 0262 721 011. La Plaine des Palmistes, la ville vous invite à la traditionnelle fête des Goyaviers du 1er au 3 juin. Saint-Denis, le Salon des Seigneurs Réunion organise sa 3e édition 3 jours pour se vitaminer la vie du 1er au 3 juin de 9h à 18h à la Nordelle. Saint-Pierre, vous êtes conviés à la 15e édition du Sakifo 2018 du 1er au 3 juin à Saint-Pierre. Saint-Denis, la ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 8 juin de 18h à 19h sur l'esplanade Antoine Série de Champfleury, gratuit et ouvert à tous. Info 0262 29 30 00. Salazie, la commune vous accueille comme chaque année à la 15e édition de la fête du chouchou du 8 au 10 juin à partir de 10h à Elbourg. Saint-Leu, vous êtes conviés à la 3e édition du Festilano le 9 juin au musée Stella Matutina. Saint-Denis, vous êtes invité au marché pays le 9 juin de 6h30 à 12h30 à l'espace Rédelé bas de la rivière. Venez nombreux découvrir les produits locaux du producteur au consommateur. Saint-Louis, la ville vous invite à son traditionnel marché de producteurs
le 10 juin de 6h à midi devant la mairie de la Rivière. Sainte-Suzanne, l'association Acomar et ses partenaires vous invitent à une journée dédiée aux marins le 10 juin de 9h à 16h au phare. Saint-Joseph, l'association Allons Bouge Ensemble vous convie à un concert solidaire pour récolter des fonds afin d'offrir aux SDF un repas chaud le 10 juin au Cinéma Royal de Saint-Joseph, tarif 10 €, info au 0692 805 504. Saint-Denis, vous êtes conviés au Trail de Bellevue le 17 juin, départ 7h30 au plateau noir de Bellevue, tarif 20 €. Saint-Louis, l'association Notre L'avenir l'est à nous et le contrat de ville vous propose Viens boucher dans le quartier Rochemel. Profitez gratuitement de cours de cuisine et différentes activités sportives jusqu'au 23 juin. Info au 0692 19 70 35. Étang Salé, Famille Espoir vous convie à la course du aux Réunions le 24 juin à l'Étang Salé derrière Aquatis. Saint-Paul, la ville vous convie à l'exposition Marronnage refuser l'esclavage à l'île Bourbon au XVIIIe siècle jusqu'au 31 décembre.